Salut à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de Podium, le podcast hebdomadaire qui vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs. Jérôme, on a réussi, on est aux 2 chiffres aujourd'hui. 10e épisode, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors, pour cette 10e, on va vous parler des newsletters qui débarquent sur LinkedIn. Et donc, on verra où ça se situe et ce qu'on peut en tirer. On va parler aussi de data sharing. Et donc là, tu nous en diras un petit peu plus avec le coup de semonce que tu avais tiré avec tout ce qui était Google Analytics. D'abord, on l'avait vu en Autriche et puis en France. Et le dernier point, ça sera un petit coup de canif de Facebook dans l'algorithme avec les vidéos. Et donc, il resserre un petit peu la vis et on verra de quelle manière ça peut impacter ce que vous faites ou si justement vous utilisez des techniques qui vont être dépréciées par Facebook. Top. Eh bien, écoute, allons-y sur le premier article aujourd'hui du jour. Donc, LinkedIn qui ajoute les newsletters pour les pages. Oui, ça existait déjà pour certaines personnes, certains profils qui pouvaient déjà créer des newsletters. Donc, vous avez peut-être déjà reçu des demandes de certaines personnes pour vous abonner à la newsletter. Personnellement, moi, j'en suis déjà 2 ou 3 et je reçois ça une fois par mois. Et honnêtement, je trouve ça hyper intéressant. Donc maintenant, c'est la même chose qui se développe au niveau des pages. Et donc, ça montre, voilà, LinkedIn continue à améliorer ou en tout cas apporter certaines innovations pour les pages d'entreprise. À ma connaissance, ça n'existe pas sur d'autres plateformes sociales. Donc, c'est vraiment une avancée majeure par rapport à ça. Le seul problème qu'on va pouvoir potentiellement avoir grâce à ça ou à cause de ça, c'est que vous allez avoir plein de demandes, de notifications qui vont arriver en disant l'entreprise Intel veut vous inviter à vous inscrire à la newsletter, l'entreprise Intel, et qu'au final, vous allez peut-être avoir tellement de notifications pour suivre des pages, pour suivre les newsletters de ces pages, que vous allez passer à côté, ou vous allez peut-être vous abonner à tout, et au final, rien ne sera intéressant. Donc voilà, c'est toujours, ça se passe toujours un peu de la même manière quand on a des nouveautés, des innovations, c'est de comprendre pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous, pour votre business, de se mettre dans ces nouvelles fonctionnalités? Si vous le faites, quel est le propos, quel est le point, quelles sont les choses que vous allez amener? Quelle est la fréquence que vous allez mettre dans votre contenu? Non, écoute, Jérôme, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Quand cette fonctionnalité elle est arrivée sur les profils privés, j'en ai reçu énormément. Donc tout le monde a décidé, tiens, c'est cool, je vais faire ma newsletter. Et t'en reçois plein, mais il y a à boire et à manger. Et encore une fois, comme dans toute production de contenu que vous faites, il faut que vous ameniez une proposition de valeur. Qu'est-ce que ma newsletter amène en plus? Si c'est juste faire une newsletter juste pour dire ouais, continue à savoir qu'on parle de moi, c'est pas le but. Il faut vraiment avoir quelque chose à donner, quelque chose à montrer. Donc j'espère, comme tu dis ici avec les pages, que tout le monde va pas sauter dessus en se disant tiens, voilà, on va le créer, c'est un nouveau truc à la mode, on va le faire. Non, il faut vraiment avoir quelque chose à dire et avoir une proposition de valeur. Sinon, vous le verrez dans quelques semaines, plus personne va suivre votre newsletter. Mais sinon, je te rejoins, c'est un format que moi j'aime bien. Je suis aussi quelques personnes et j'aime bien ce format dans la plateforme directement. Parce que par mail, voilà, on a des centaines de mails chacun par jour. Ça passe à la trappe, on les voit pas passer, ou ça va dans des folders ou dans les spams ou compagnie. Tandis qu'ici, le fait que ça reste dans la plateforme, et en général, ce sont des gens que vous suivez, eh bien, je trouve ça vraiment sympa. Et comme toi, hebdomadairement, j'en suis quelques-unes qui sont assez sympas. Donc, je trouve que c'est un chouette format. Mais si vous avez quelque chose à dire et si vous amenez vraiment de la valeur, si c'est pour régurgiter toujours la même chose ou faire du contenu vide de sens, ça vaut pas trop la peine. Alors continuez simplement à poster sur votre profil ou sur votre page. À voir effectivement quelles sont les premières entreprises qui vont se lancer dessus. Donc je suis curieux de voir les premières personnes qui vont le faire et celles qui vont bien le faire et celles qui le font, comme tu disais, parce que c'est une fonctionnalité en plus. Gardez toujours ça en tête quand on annonce des nouveautés, que ce soit une nouveauté dans une plateforme, que ce soit une nouvelle plateforme, toujours de le raccrocher par rapport à vos objectifs, par rapport à votre stratégie. Être sur TikTok, c'est pas une stratégie. On a déjà parlé suffisamment de la plateforme ou de Pinterest. C'est pas une stratégie en soi. Il faut le raccrocher à des objectifs. De cette manière-là, ça fait du sens, comme ces newsletters ici sur LinkedIn peuvent faire sens ou pas par rapport à votre stratégie. Donc voilà, sachez que ça existe. Pensez-y, voyez de quelle manière ça fait sens ou pas. Et effectivement, pensez à votre audience. Quelle est la perception que les gens peuvent avoir du contenu, de quelle manière cela rencontre un intérêt de la part de ces gens-là. Et à partir de là, faites vos choix. Mais voilà, par rapport à LinkedIn, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même des choses qui bougent dans cette plateforme que on pourrait tendance à avoir à penser qu'il est peut-être un peu figé, un peu un petit dinosaure. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est intéressant. Ouais, c'est sympa comme fonctionnalité. Écoute, peut-être qu'on le fera nous dans les semaines à venir avec Podium, on sait pas encore. On va pas se lancer dessus parce que c'est tout nouveau. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose à vous raconter en plus. Mais peut-être on le fera dans les semaines à venir, on verra. Alors, passons sur le deuxième article de ce Podium aujourd'hui.
Très attendu. Il y avait un meeting la semaine passée au niveau européen entre les États-Unis et l'Europe par rapport au data sharing entre les États-Unis et l'Europe. On vous en a parlé il y a quelques épisodes de ça, avec le fait que Google Analytics était vu comme illégal par certains pays, notamment l'Autriche, et puis la France avait suivi le pas, pour la simple et bonne raison que les données privées d'utilisateurs européens étaient envoyées sur des serveurs qui étaient stockés aux États-Unis, c'est-à-dire les serveurs de Facebook notamment et de Google. Et donc ici, en juillet 2020, il y avait déjà eu une espèce de pacte qui avait été créé entre les deux nations, enfin entre les deux continents, qui était le Privacy Shield et qui mettait un cadre, si vous voulez, au partage de ces données. Mais on s'est vite rendu compte, et l'Europe s'est vite rendu compte, qu'on était vachement sorti du cadre et qu'en gros, les agences de renseignement aux États-Unis, par exemple, pouvaient aller piocher dans ces datas et faire ce qu'ils voulaient avec. Et donc ici, c'est ce qui s'était passé il y a quelques semaines, c'est que l'Europe avait mis le haut là en disant, écoutez, non, ça c'est plus possible, on n'est plus d'accord avec ça. Et il faut qu'on change la législation. C'est ce qui a été fait ici. Vous avez vu, on vous en a parlé il y a quelques semaines, et quelques semaines après, c'est déjà changé, c'est déjà réglé. Donc, quand on parle de gros sous, c'est toujours là que ça bouge vite. Pourquoi je dis ça? Facebook avait menacé il y a quelques semaines de dire, OK, eh bien, si c'est si problématique de gérer avec la data européenne, eh bien, on va arrêter nos services en Europe et c'est réglé. Donc, ça avait, encore une fois, vite fait bouger les choses. Et donc, ici, la semaine dernière, on était beaucoup à regarder ce qui allait sortir justement de cet accord entre l'Europe et les États-Unis. On n'a pas de gros détails techniques encore sur ce qui va être fait ou ce qui pourra pas être fait. En tout cas, ils sont apparemment tombés d'accord. Donc, ça laisserait un peu respirer les grands acteurs de la tech comme Google et Facebook qui se sortent une épine du pied finalement en trouvant des solutions là-dessus. Donc, je trouve que c'est intéressant pour l'utilisateur parce que c'est vrai qu'on savait pas trop qu'est-ce qui était fait avec cette data finalement. On a entendu tous les scandales avec Cambridge Analytica dans le passé, avec des fuites de données à tout va. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? On ne sait pas encore exactement, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, ça avance dans le sens de la privacy. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on va boire ces paroles-là ou est-ce qu'on va le challenger? Je pense que nous, Jérôme, on va encore le challenger dans ce podium. Mais voilà, ça va au moins dans le bon sens et au moins la réflexion est déjà là, ce qui est une top chose. Donc, toi, je sais pas trop ce que tu en penses, Jérôme. Est-ce que tu penses que c'est un écran de fumée ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des choses qui sont faites pour le respect et le privacy des utilisateurs européens? J'aurais tendance à dire qu'avec la législation RGDP ou GDPR dans l'acronyme anglais, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et la loi est suffisamment ambitieuse ici pour protéger les utilisateurs en Europe. Donc je trouve ça pas mal qu'il y ait des choses qui bougent, qu'il y ait aussi de temps en temps des grosses annonces de se dire voilà, Google Analytics, vous allez oublier parce qu'on ne peut pas l'utiliser, Facebook qui menace de se retirer. Ça remet quand même toujours l'attention sur le privacy, donc les données personnelles des utilisateurs. Et je trouve ça pas mal. Toi, qu'il y ait des lignes qui bougent. Alors après, effectivement, à voir quel est le deal qui va être introduit entre les deux. Mais il y a quand même pas mal de choses qui doivent aussi faire réfléchir pour se dire le marketing tel qu'on le faisait avant, il évolue, les plateformes évoluent. Je pense que ça vaudrait la peine dans un des prochains épisodes de faire aussi un point vraiment particulier, plus technique sur les impacts de l'iOS version 14 et puis version 15. Vraiment pour vous montrer par rapport à ce que vous faisiez avant, qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on a encore comme données. Et je pense que c'est important, c'est peut-être de temps en temps des choses qui sont abstraites, en disant voilà, on a le GDPR ici, il y a des trucs qu'on peut pas faire, ou on m'a dit qu'avec l'iOS, on supprimait des cookies, qu'il y avait des choses en moins, mais je me rends pas compte effectivement de la tangibilité des choses. Donc je pense que ça vaut effectivement peut-être la peine de faire un point qui sera peut-être un peu plus technique dans un épisode à venir, mais qui est intéressant pour tout le monde, pour vraiment comprendre ce qu'on dit et que ce soit pas juste un espèce d'argument marketing que vous allez vendre ou qu'un prestataire essaye de vous vendre en disant ça fonctionne pas, mais c'est parce que y a pas de cookies ou il y a pas de toutes les datas qu'on peut avoir. Donc ces datas, c'est un petit peu comme les nouveaux buzzwords comme du NFT, des métaverses, du Web 3.0. Je pense qu'à un moment, ça vaut la peine de peut-être faire un épisode que sur ça, mais de vraiment prendre le temps de comprendre ce que ça signifie, comprendre ce qui se passe et comprendre de quelle manière vous pouvez challenger ce qu'on vous raconte, essayer de mieux mesurer les choses aussi. Donc, c'est vraiment important de garder effectivement ce focus data et de le coupler à de la performance ou de le coupler à des analytics. Tout à fait. Écoute, Jérôme, oui, on va garder un œil là-dessus, voir ce que le législateur européen va faire et finalement
Comment est-ce qu'ils vont s'entendre entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir des changements notables au niveau des plateformes publicitaires? Est-ce qu'il va y avoir des changements à faire à votre niveau en tant que publicitaire, en tant que boîte qui a un site internet et qui traque de la donnée? Si vous avez un CRM et que vous avez des données qui partent vers des serveurs à l'étranger, comment ça va se passer? On va garder un œil là-dessus, et comme tu dis, je pense que ce serait bien de faire un épisode ou une capsule spécifique par rapport à cette partie un peu plus technique de la data, puisque finalement, on nous dit toujours, voilà, votre data n'est pas protégée, les publicitaires pompent votre data, mais finalement, peu de gens savent vraiment ce qui se cache là derrière. Donc, je pense que ce serait bien d'un peu effacer les légendes urbaines qu'il peut y avoir là autour et justement vous expliquer par ABCD comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va garder à l'œil parce que, comme tu le mentionnais avec iOS, ça a de gros impacts potentiellement sur les campagnes et sur les résultats. Et donc c'est très très important de garder ça à l'œil aussi. Pas uniquement compter sur ce que Facebook et Google vous disent, mais comprendre un petit peu la machine qu'il y a là derrière. Eh bien, Jérôme, je te propose qu'on passe sur le dernier épisode, le dernier article. J'ai du mal aujourd'hui, je ne fais que dire épisode. Le dernier article de ce podium, qui est le Facebook Watchbait. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Facebook Watchbait et qu'est-ce que Facebook est en train de dire par rapport à ça? Alors, c'est un petit peu comme toujours. Retenez, quand vous êtes sur Facebook, vous êtes sur une plateforme externe. Donc, toutes les choses que vous mettez dessus, même si vous avez créé une page pour votre entreprise, vous êtes sur une plateforme qui est externe, qui décide des règles du jeu. Si jamais Facebook ferme du jour au lendemain, vous perdez toutes les datas qui étaient dessus. Donc, ce qui s'est passé ici dedans, c'est comme on a bien souvent avec des évolutions en termes de création de contenu, c'est qu'à un certain moment, Facebook siffle la fin de la récré. Si tu te rappelles dans l'historique des choses qu'on avait déjà eues, pendant tout un temps, on avait un peu comme on a discuté l'autre fois avec LinkedIn, des gens qui faisaient des sondages en disant, voilà, on avait une photo qui était coupée avec les 4 émotions et vous deviez voter en disant, je suis plutôt petit cœur, je suis plutôt pouce, je suis plutôt love et encore une 4e émotion. On voyait ça apparaître partout, sauf que Facebook, à un moment, s'est dit, OK, c'est fini, les gens le font. C'est parce que nous, on voulait, quand on a introduit la fonctionnalité, ce qu'on voulait, c'était donner un petit peu plus de finesse dans les réactions plutôt que d'avoir juste le like. Il y a d'autres choses que les gens peuvent émettre comme réaction, des choses, les gens peuvent être fâchés, peuvent être contents, bref. Donc, c'était une fonctionnalité qui était introduite, qui a été dévoyée par des gens. Facebook siffle la fin de la récré en disant, si vous continuez à faire ça, votre poste, au lieu d'atteindre potentiellement 100% de performance, on va le caper. On va mécaniquement l'empêcher d'atteindre 100% des personnes que vous pourriez atteindre. Ce qui se passe maintenant, c'est avec les vidéos. On vous a assez dit que les vidéos étaient un format qui était hyper performant, des vidéos courtes, des vidéos impactantes. Sauf que par rapport à ça, vous avez des gens qui essayent d'utiliser des techniques un petit peu de manipulation, ce qu'on va appeler le watch bait. Donc, on va vous dire, regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un truc de dingue qui se passe. Sauf qu'à la fin, il y a absolument rien qui se passe et c'est pas hyper intéressant. Donc ici, c'est vraiment pour Facebook une manière de se dire, voilà, par rapport aux manipulations, aux techniques qui existent de la part de certaines personnes pour forcer la visibilité longue d'une vidéo, on va déprécier ce genre d'appel à un visionnage long parce que c'est pas effectif, parce que c'est pas qualitatif, et on veut arrêter que des gens soient entre guillemets manipulés au niveau de ce qu'on leur promet et au niveau de ce qui est délivré. Et Facebook va vous dire, si c'est ça, on va déprécier automatiquement votre poste et on va vous empêcher d'atteindre 100% des utilisateurs. Donc, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Et donc, c'est souvent un jeu, je vais pas dire du chat et de la souris, mais les gens veulent faire une chose. Facebook voit un moment de quelle manière ça se passe et puis après, décide de changer les règles. Ok, donc ici, d'après cet article, Facebook dit que ça va être pénalisé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement par là? Est-ce que les posts vont être interdits ou simplement comment on pourrait dire, leur envergure va être réduite, la voilure va être réduite et tu toucheras pas autant de monde qu'avec un post qui n'est pas watchbait? C'est ça qu'ils veulent dire par là? Oui, donc c'est vraiment le deuxième cas de figure. Tu vas pas avoir ta page qui est coupée du jour au lendemain parce que tu as utilisé ça. De nouveau, c'est dans les standards de ce que considère Facebook. Ici, c'est des choses qui sont à l'encontre des bonnes pratiques de la plateforme. Donc, si tu veux continuer à le faire, tu peux le faire. C'est juste que au lieu d'atteindre le maximum de personnes que tu aurais pu avoir, Facebook va caper automatiquement ton contenu. Et donc voilà, libre à toi si tu veux le faire, mais honnêtement, c'est pas des choses qui sont recommandées dans les standards d'utilisation de la plateforme. Donc ici, tu parlais du contenu organique, mais c'est ce qu'on voit aussi dans des publicités aguicheuses, où on mentionne les mêmes choses que tu as dit là tout de suite, donc du sensationnalisme, où on vous dit, regardez jusqu'à la fin, il y a un truc de fou qui arrive. Est-ce que les ads vont être aussi impactés par ces nouvelles mesures? C'est-à-dire que peut-être tu payeras un CPM plus cher sur ces ads-là, puisque tu respectes pas à 100% les règles du jeu?
Sauf erreur de ma part, je pense pas que ça soit évoqué dans la documentation de Facebook, mais il n'y a pas de raison que l'organique et le paid aient deux flux différents. Facebook, que ce soit en organique ou en paid, prend toujours un échantillon pour voir effectivement quelle est la réactivité des gens, est-ce que ça les intéresse ou pas. Donc le fait de prendre des choses qui soient entre guillemets interdites ou moins valorisées, bah, automatiquement Facebook va le reconnaître ou devrait le reconnaître et diminuer vos performances. Et donc c'est un petit peu ce qu'on avait à l'époque, donc il y a quelques années dans Facebook, où généralement sur un visuel, on peut pas avoir plus de 20% de texte. Donc, je sais pas si tu te souviens, c'est déjà, Ouais, ça tout fait à fait. partie maintenant des vieilleries de Facebook. Bah ici, voilà, c'est une nouvelle règle qui vient s'ajouter aux autres règles de la plateforme des standards. Donc voilà, faites attention. Et on voit ça aussi sur d'autres plateformes. Sur TikTok, par exemple, vous avez de temps en temps des vidéos qui sont découpées en partie 1, partie 2, partie 3, où regardez ça absolument jusqu'à la fin, il se passe absolument rien. Par contre, pas de bol entre-temps, vous avez fait une vidéo longue. Donc voilà, les tromperies sont dénichées à un moment ou l'autre. Il y a toujours moyen de trouver d'autres manières de le faire. Mais ici, voilà, c'est vraiment un gros signal qui est donné là-dessus. Donc faites attention. La vidéo, c'est intéressant, c'est important dans votre contenu. Ne faites pas n'importe quoi non plus par rapport à ça. C'est ça, il faut rester original et comme tu dis, les tromperies, ça fonctionne un temps et puis après les plateformes s'en rendent compte et mettent le haut là et puis voilà, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, effectivement, produisez du contenu de qualité, c'est ce qu'on dit toujours. Si vous devez aguicher les gens pour qu'ils viennent voir votre produit, votre page ou votre contenu, bah, c'est que votre contenu ou votre page ou votre produit est un peu vide. D'accord? Parce que qu'on a un bon produit, une bonne page ou qu'on a quelque chose à dire, on n'a pas besoin d'utiliser des techniques folles pour que les gens consomment le contenu. Donc, allez vraiment vers l'originalité, allez vers des vidéos qui soient vraies, du contenu qui soit vrai et laissez un peu de côté ces techniques-là. Oui, vous aurez peut-être des taux de clics qui sont un peu plus beaux, un peu plus hauts avec ces techniques-là, mais au final, on sait très bien que c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui va construire votre marque. Eh bien, écoute, Jérôme, merci pour ta participation à ce 10e épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour le 11e épisode de Podium. Salut. Salut tout le monde.